Je suis sculpteur niçois. Mon atelier est installé à Nice. Avant d'avoir une création personnelle, j'étais sculpteur sur bois. Et j'ai fait un apprentissage parmi les compagnons de Tour de France, ce qui m'a amené à rencontrer différentes techniques, différentes approches, et en même temps de suivre des cours dans des écoles des beaux-arts ou des écoles d'art dans les différentes villes que traversais, donc Paris, Tours et d'autres régions. Vers l'âge d'une trentaine d'années, j'ai commencé à aborder un travail personnel qui m'a amené au travail que l'on voit aujourd'hui dans cette exposition. Je suis Elsa Puaré, la conservatrice du Palais Lascaris. J'ai pris mes fonctions il y a un peu plus d'un an maintenant. On a réfléchi à des projets de mise en valeur du Palais Lascaris, qui est donc un joyau baroque civil du XVIIe siècle que l'on peut visiter en tant que palais, mais qui a aussi des collections. 17e, 18e et plus récentes, notamment une collection d'instruments de musique anciens. Et donc l'idée, c'était de trouver un moyen de valoriser à la fois ces collections et à la fois présenter le travail d'artistes contemporains. La genèse, c'est une rencontre avec Elsa Puaré, qui est la conservatrice du musée, également Robert Roux, qui a permis que ça se fasse. Je connaissais un petit peu son travail et quand on s'est rencontrés très rapidement, donc je lui ai parlé de mon idée d'investir au-delà de la salle d'exposition. C'est une idée qui l'a beaucoup intéressé et très rapidement, il s'est confié en me disant que le Palais Lascaris avait beaucoup de place en fait, dans sa jeunesse. Dans ma phase d'apprentissage et de jeunesse, j'étais souvent dans les monuments niçois pour simplement observer, pour rencontrer tous les motifs qui étaient pour moi des partitions de lecture pour apprendre mon métier. Donc au travers de cette partition, j'ai acquis une sensibilité et cette sensibilité aujourd'hui se retranscrit dans mon travail. Donc ça a vraiment été une rencontre parce qu'en parlant de ce lieu raccordé à l'histoire qui était la mienne, il était devenu évident de mettre les deux en relation. Avant d'être artiste, il a été compagnon sculpteur sur bois. Et donc pour apprendre, faire ses gammes, comme il dit, il venait souvent faire des croquis, regarder les ornements pour s'inspirer et voir les technicités également dans le Vieux-Nice, dans les églises baroques, mais aussi au Palais Lascaris. Donc il se revoyait dessiner, étudier les ornements du palais qui sont, donc, je l'ai dit, très riches, plus période baroque d'un côté, de l'autre côté plus sur une restauration rococo, deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ce qui a été important pour moi, c'était de dépasser les contraintes inhérentes à la sculpture, c'est-à-dire, étant sculpteur sur bois, le bloc de bois qu'il faut faire tenir dans certaines positions, le bloc de pierre, etc. Et mon intention était de dégager la matière de son point d'attache, on va dire. Donc dans la plupart de mon travail, on voit des pièces qui ont des tout petits points d'attache au sol pour ensuite se développer dans l'espace. Et le bois était un petit peu compliqué, était une contrainte. Donc c'est vrai que j'ai travaillé à d'autres approches qui m'ont amené au métal, qui m'ont amené au bronze, qui m'ont amené également à la terre cuite. En fait, j'essaie de ne pas me donner de contraintes de matériaux, je vais vers le matériau qui convient aux formes que je veux réaliser. Ça a toujours été ma manière de travailler. Très rapidement, au lieu de cantonner les artistes à la salle d'exposition, j'ai trouvé intéressant d'inviter les artistes à poser leurs œuvres au milieu des pièces du musée, dans les pièces de l'étage noble au deuxième étage, qui présentent donc des décors très riches baroques. Donc la pièce où nous sommes, par exemple, est très richement décorée. Et de venir donc poser leurs œuvres pour faire comme un dialogue entre le passé et le présent. C'est la deuxième fois qu'on le fait cette année. Je trouve le résultat assez satisfaisant et intéressant parce que ça permet aussi pour le visiteur et pour nous-mêmes aussi, moi en tant que conservatrice, de renouveler mon regard sur le bâtiment et sur nos collections également, de les voir autrement. C'est vrai qu'il est très vite, c'est devenu une évidence. Et je suis moi-même surpris à quel point, tout en ayant un travail qui n'a absolument rien à voir a priori
avec évidemment les décors et les décorations du lieu. Les sensibilités d'origine viennent se croiser de par les tonalités, pour le coup, je lis mon travail comme une sculpture contemporaine, presque baroque. Voilà. Mais c'est une nouvelle lecture pour moi. Je n'avais pas vu ces derniers travaux qui datent des périodes de confinement qu'on a vécues et qui sont notamment donc, les enfants qui se trouvent autour de nous dans cette pièce. Et de suite, ça m'a fait interpeller sur l'utilisation des gammes chromatiques qui sont finalement des ocres qu'on retrouve aussi dans les décors du palais. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée vraiment de les mettre dans cette pièce, entre les sculptures et la pièce décorée, et notamment le mur de l'alcôve avec les cariatides, qui présente un peu une même logique de modelé et de gamme chromatique. Le choc des époques, pour ne pas dire des cultures, c'est important. Et dans le cas, c'est vrai qu'une grande salle blanche, comme la salle dans laquelle se trouve le peuple, donc est intéressante parce que ça permet une lecture globale du travail, mais l'intégration du travail au palais baroque, justement, est très intéressant. C'est vrai que j'ai cherché à comprendre si mes pièces allaient rester lisibles. Et ma première surprise a été de voir que, bien au contraire, d'intégrer par exemple les enfants dans cette chambre qui est plafond peint, décoré de manière baroque et extraordinaire. Au contraire, un donne un écho à l'autre. Voilà. Et à la limite, dans ce cas-là, on va se dire, tiens, ces enfants ont pénétré dans notre univers, ils rentrent chez nous. À l'origine, j'étais comme tout un chacun interpellé par tout ce qui se passe dans le monde et évidemment nos problèmes écologiques et autres. Et il est vrai que les enfants, et d'autant plus les enfants des peuples premiers, qui sont doublement innocents, et doublement touchés aussi, parce que les enfants des peuples premiers sont dans des régions géographiques exploitées par nous, et souvent qui sont amenés à disparaître. Donc sont doublement innocents de toutes ces catastrophes écologiques qui arrivent déjà et qui nous attendent. Et voilà. Jean-Marie Fondacaro travaille sur la question de l'humanité, l'avenir des générations futures aussi. Donc c'est vrai que par exemple ici on est entouré d'enfants on n'arrive pas à dire de quelle civilisation ils viennent. En fait ça représente un peu tout le monde et ça positionne des questionnements. Donc c'est vraiment autour de l'humanité et des questionnements assez forts. Et au-delà de ça, il y a aussi une présentation de différents travaux qui ont été sélectionnés en fonction du lieu. Et l'idée, c'était aussi de présenter donc, tous ces derniers travaux, notamment ces derniers travaux. Dès le départ, le fil conducteur pour moi a été l'humain. L'humain est dans ses trajectoires différentes, dans son attache, dans la relation entre les humains entre eux. Donc j'ai beaucoup de pièces qui viennent raccorder des humanités comme ça, qui viennent presque s'agglomérer en grappes, voilà, parce que cette notion d'humanité est très importante et c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu exprimer dans mon travail. Alors au fil des années, ça s'est développé de différentes manières. Pour aujourd'hui se préciser sur des pièces comme celle-ci, dans laquelle on voit ce chariot avec cette grappe humaine comme ça, on ne sait pas si c'est elle qui tire le chariot ou si c'est le chariot qui la tire, parce qu'elle est en suspension. Et la relation au végétal, parce que pour moi, le végétal comme l'humain est enraciné dans le sol et dans le ciel. C'est-à-dire que le végétal est attiré vers la lumière et grandi par la lumière. Je pense que l'humain aussi. Si tant est qu'il ait ce désir de grandir. Toute cette symbolique-là, toute cette relation entre le végétal et l'humain, pour moi, est importante. Cette voile en porcelaine, donc la pièce en bronze, qui parle autant d'une voile que d'un nuage, voilà. C'est toujours ce cheminement qui m'intéresse, et la relation entre les humains entre eux.
Et c'est l'objet de justement Regard de l'Aube, qui est le cœur de l'exposition. Ces enfants en terre cuite, dès le début de ce travail, qui n'en est encore qu'au début, de faire des croisées de regard entre eux et nous, c'est-à-dire qu'ils nous interrogent. Donc c'est l'enfance qui oriente le regard vers nous en nous disant mais et maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va en faire? Ça me permettait de travailler, comme vous l'avez vu sur les images, de travailler des peintures de corps qui correspondent à l'état de passage de l'âge de l'enfance à l'adolescence, donc la perte de l'innocence. Voilà, il se tourne vers nous, mais quel est ce monde d'adulte dans lequel on s'engage, quoi. Voilà. Ça parle de toute l'enfance et de tous les adultes, pas uniquement des peuples premiers, évidemment, quoi. La volonté première, c'est de valoriser le fond des collections du musée, celui qui est présenté, mais aussi les collections qu'on a dans les réserves. Et c'est vrai que d'inviter des artistes contemporains est un moyen parmi d'autres de valoriser les collections et d'apporter un nouveau regard, de nouveaux questionnements aussi. Et ça permet aussi de valoriser des artistes locaux. Mon projet a été choisi par les associations de victimes pour représenter ce monument qui va commémorer l'attentat qui a eu lieu le 14 juillet 2016. Ici, nous voyons la maquette qui sera présentée durant l'exposition. Et cette vague déferlante qui vient en rempart au drame qui s'est produit, sur lequel seront gravés les noms des victimes dans le chœur. Tout en haut de la vague, l'envol d'un ange, on va dire, qui va venir vers la mer, vers l'horizon, comme un signe d'espoir et de vie surtout. J'ai voulu que cette pièce soit élancée et tournée vers l'avenir, et ne soit pas un monument aux morts sur la promenade des Anglais. C'était important, et je pense que c'est ce qui a été reçu et compris par les familles de victimes, et voilà, j'en suis fortement responsabilisé.